Et ce matin, notre invité politique est Bruno Retailleau. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, sénateur de Vendée, président du groupe LR au Sénat. Bruno Retailleau, l'actualité, fusillade dans l'État du Maine, au nord-est des États-Unis, au moins 22 morts, des dizaines de blessés. Le tireur en fuite a ouvert le feu dans un bowling, un bar, un restaurant, un supermarché à Lewiston. C'est une ville de 36 000 habitants. Le tireur a 40 ans, identifié. Il est en fuite, réserviste de l'armée américaine, spécialiste des armes à feu. Aux États-Unis, il y a plus d'armes individuelles que d'habitants. 15 000 personnes sont mortes dans des violences par armes à feu aux États-Unis depuis le début de l'année. J'entends dire qu'il faudrait assouplir en France la législation sur les armes à feu. Qu'en pensez-vous ? Ce serait de la folie. Évidemment que ce serait de la folie. Parce que quand vous assouplissez ce genre de réglementation, vous courez le risque que des armes à feu très très dangereuses, qui peuvent tuer des êtres humains, tombent dans des mains indélicates. Il y a des dingues partout aujourd'hui, on le voit bien, il y a un ensauvagement, une décivilisation, oui. Donc bien entendu qu'il ne faut absolument pas desserrer les taux sur la réglementation, sur la possession des armes à feu. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, vous venez de le dire vous-même. Bruno Retailleau, regardons le Proche-Orient maintenant. Le Proche-Orient, alors, question toute simple, il y a eu des incursions de l'armée israélienne dans la bande de Gaza dans la nuit, des incursions notamment avec des chars. La question est toute simple, faut-il tout faire pour éviter l'entrée de l'armée israélienne en masse dans la bande de Gaza ? Il faut tout faire pour éradiquer le Hamas. Voilà. Donc accepter que l'armée israélienne entre en masse dans la bande de Gaza. Je n'ai pas, moi, les bons moyens, parce que de là où je suis, de ce studio, je n'ai pas les informations, je ne suis pas stratège, je ne suis pas militaire, pour dire quel est le meilleur moyen. Je vous dis ça parce que les États-Unis font pression. J'ai lu la presse américaine. Les États-Unis font pression sur Israël pour éviter cela. Moi, je pense qu'il faut détruire le Hamas, parce que tant qu'il y aura le Hamas, il ne peut pas y avoir de processus de paix, puisque le Hamas est toujours opposé au moindre processus de paix. Il s'est opposé aux accords d'Oslo et la charte fondatrice, c'est la disparition d'Israël. Maintenant, je pense qu'on peut dire à Israël que nous sommes fermement à ses côtés, de façon déterminée, que nous lui reconnaissons le droit et même le devoir de se défendre, en lui rappelant qu'il y a le droit de la guerre, qu'une démocratie ne peut pas se retirer de ce genre de droit international, de lui dire aussi que, depuis 30 ans, aucune guerre n'a été gagnée sans solution politique. Les Américains l'ont appris à leurs dépens en Irak et en Afghanistan. Les Français, nous l'avons appris au Sahel. Donc bien sûr qu'il faut que, par les moyens militaires, on arrive à éradiquer le Hamas en prenant précaution des civils au maximum. Mais là, il y a une guerre, évidemment. En prenant précaution des civils, mais des civils sont tués en masse dans la bande de Gaza. Mais pourquoi, Jean-Jacques Bourdin ? Pourquoi ? Quel est le déclencheur ? C'est le Hamas. C'est le Hamas, en réalité, qui a perpétré un crime contre l'humanité, qui rappelle d'ailleurs une forme de poursuite de l'entreprise génocidaire. Je vous rappelle que les Tutsis, ont été massacrés aussi à l'arme blanche. C'est la poursuite, par d'autres moyens, d'une entreprise génocidaire. Mais c'est aussi le Hamas qui abolit la distinction entre le militaire, le combattant, et le civil, y compris en se couvrant d'un bouclier, d'un manteau de civils, en se cachant parmi ces civils pour que les frappes fassent un maximum de morts. Donc hier, l'ambassadeur d'Israël était à votre place et je lui posais la question sur les civils tués à Gaza. Il disait, et même les enfants, il disait, ce sont des dégâts collatéraux. Alors j'ai trouvé ça... Des dégâts collatéraux. Des enfants qui meurent ne sont jamais des dégâts collatéraux. Mais évidemment, mais il y a une grande distinction. Bruno Retailleau, pourquoi ne pas demander, pousser Israël à observer, je ne sais pas moi, une trêve, des pauses humanitaires ? C'est ce que demandent tous les pays, c'est ce que demandent de nombreux pays d'Europe. Bien sûr, corridor humanitaire, bien sûr. Corridor humanitaire. Mais votre question... est fondamentale. La question, c'est est-ce qu'une vie israélienne vaut une vie palestinienne ? Mais bien sûr. Mais regardez, quand on est dans une situation de guerre, que les pays se défendent, par exemple, est-ce qu'il eût fallu ne pas bombarder des villes allemandes qui ont fait des dizaines de milliers de civils à l'époque pour vaincre Hitler ? Qu'aurait-il fallu faire ? Il y a une distinction qui est fondamentale. Il y a ceux qui, comme le Hamas, terroristes, préméditent des crimes
contre des civils. Et il y a des armées qui sont régulières, qui obéissent au droit de la guerre, qui obéissent au droit international, qui vont tout faire pour épargner les vies civiles. Et il faut le faire. Mais on sait, et la France a connu ce genre de situation, on sait qu'il peut y avoir malheureusement ce qu'on appelle des dommages pour des civils. Il faut les minimiser, bien sûr. Et au-delà de ce conflit, il faut redire à Israël que sans solution politique, et nous, et moi je porte depuis toujours, cette solution à deux États. Elle paraît aujourd'hui illusoire, l'horizon paraît C'est ce que disait Emmanuel Macron hier. Mais bien sûr. C'est une vieille idée, mais ne l'abandonnons pas. Bien, mais évidemment, je suis il y a 2 jours intervenu au Sénat pour promouvoir cette idée. Cette idée, elle paraît encore une fois terriblement illusoire, éloignée, mais on doit donner pour demain une espérance à la cause palestinienne. Pas que le Hamas n'est pas la cause palestinienne. Il la défigure, il la déshumanise en l'islamisant. Alors, je vais vous poser deux questions, parce que vous n'allez peut-être pas pouvoir me répondre, mais dans tous les cas, la réflexion est importante. J'ai lu, j'ai écouté, j'ai lu surtout ce qu'a dit Joe Biden. Ne répétez pas les erreurs Absolument. que nous avons commises, Absolument. a dit Joe Biden aux Israéliens. Allusion évidemment à l'Irak. Envahir Gaza, n'est-ce pas le risque d'embraser tout le Moyen-Orient, de mobiliser l'opinion publique arabe et de susciter chez nous des réactions extrêmement violentes. Où est la stratégie du gouvernement israélien après l'envahissement de Gaza? Où est-elle cette stratégie? Que faire de Gaza? Qui gérera la bande de Gaza? Mais je vous disais la même chose. J'ai en tête cette phrase de Joe Biden et je trouve que souvent il est raillé parce que il est vieillissant. Je trouve que il a, même si il n'a pas eu tous les succès pour sa visite diplomatique qu'il espérait, je pense que cette phrase où il redit justice, il commence par ça, Jean-Jacques Bourdin, vous ne l'avez pas dit. Justice doit être faite, oui, mais ne commettez pas les erreurs que nous avons commises après le 11 septembre. Et il a raison. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que l'armée israélienne ne s'est pas précipitée, vous voyez. Cette nuit, elle a fait une incursion, elle s'est immédiatement retirée. Donc, j'observe que on n'est pas sur une logique de vengeance à chaud. Et ça, c'est plutôt un bon signe. Mais encore une fois, si l'armée Tsahal israélienne n'éradique pas le Hamas, il n'y aura pas la paix. La paix est impossible. Emmanuel Macron propose que la coalition qui combat l'État islamique combatte aussi le Hamas. Qu'en pensez-vous? C'est une bourde. C'est une formidable bourde diplomatique. J'en suis presque gêné parce que c'est le président de mon pays et il représente la France. Mais n'est-ce pas une façon de freiner Israël? Non. De le dire cela? Non, attendez, on est dans une situation explosive. On est dans un Proche-Orient qui est une poudrière. Et Emmanuel Macron pratique la diplomatie du coup de menton, du coup d'éclat, sans consulter Israël, sans consulter aucun de ses voisins et alliés européens, ni personne d'autre. Encore une fois, on cherche à éviter l'internationalisation du conflit et on voudrait justement donner une dimension internationale à cette guerre. Où va-t-on? Je pense que non, c'est une bourde diplomatique pour moi. Bien, Bruno Retailleau, évidemment, des Français sont toujours otages du Hamas. 31 Français sont morts le 7 octobre. Cérémonie en hommage aux victimes françaises. Vous approuvez cette proposition? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, vous savez, la civilisation se caractérise par les rites funéraires, par la mémoire et par le respect qu'on doit à nos morts. Et nous sommes liés justement, dans ce qui se passe en Israël, nous sommes liés par le sang français versé. Liés par ce sang français versé à travers ces 31 morts, mais aussi à travers la mort de ce professeur de français, tué dans une école, sur le sol sacré d'une école de la République, Dominique Bernard. Donc, bien entendu, on doit bien sûr pratiquer des hommages, mais ça ne suffit pas. Pratiquer des hommages, faire des minutes de silence, allumer des cierges, sans en tirer les conséquences, quand on est un homme, une femme politique, c'est insuffisant. Conseil européen aujourd'hui et demain, l'Europe, en ne regardant plus que la situation au Proche-Orient, n'est-elle pas en train de commettre l'erreur d'affaiblir le soutien à l'Ukraine? Cette inquiétude vient de Giorgia Meloni. Vous la partagez? Bien sûr, je la partage pour l'Ukraine, je la partage aussi pour l'Arménie, une cause pour laquelle je me suis beaucoup engagé. Et je voudrais vous rappeler que en 3 jours, l'Azerbaïdjan, allié avec M. Erdogan, d'ailleurs, qui pense que le Hamas n'est pas un mouvement terroriste, mais qui est un mouvement de libération, on retrouve les mêmes. En 3 jours, ils ont effacé 3000 ans d'histoire. Ils ont chassé du Haut-Karabakh la population arménienne, et désormais c'est l'Arménie qui est menacée. Tout comme la Russie menace au quotidien depuis
dit le 24 février, la souveraineté ukrainienne. Bien sûr qu'il faut se méfier et il faut rester mobilisé. On vit dans un monde qui s'est complètement lui aussi ensauvagé, qui jamais été aussi dangereux. Il n'y a plus de gendarmes du monde en réalité. Il n'y a plus de gendarmes du monde. Et ce monde-là est en train de se replier sur des bases souvent continentales, idéologiques, dans le désordre. En plus, dans le désordre total. Bruno Retailleau, je parlais d'Europe. Est-ce que vous confirmez que François-Xavier Bellamy conduira la liste LR aux européennes ? Je ne peux pas le confirmer, mais en tout cas, c'est mon souhait. Je pense que la décision est prise, non ? Il est le meilleur. J'ai lu ça, je ne sais plus où la décision est prise. Non, la décision n'est pas prise. Il y a eu une déclaration sur une radio concurrente de la vôtre du service public hier matin d'Éric Ciotti. Je m'en félicite, mais pour l'instant, formellement, la décision n'est pas prise, mais c'est le bon candidat naturel de la droite. Alors parlons du projet de loi immigration, défendu par Gérald Darmanin, qui sera présenté et discuté au Sénat à partir du lundi 6 novembre. Vous avez dîné ces jours derniers, c'était quand ? Lundi soir, je crois. Lundi soir. Avec Elisabeth Borne. Que les choses soient précises. Vous a-t-elle dit qu'elle était prête à retirer du projet de loi l'article 3 sur les métiers en tension ? C'est extraordinaire, les fuites dans la presse, c'est extraordinaire. Alors je vais vous dire... Comme ça, vous allez rétablir la vérité, exactement. Vous êtes là pour ça. Exactement. Oui. Première chose, elle ne m'a pas dit qu'elle allait retirer l'article 3 de ce texte. Oui. Deuxième chose, elle m'a clairement dit que l'article 3, ça n'était pas son choix. Ça sonne donc comme un désaveu. Pourquoi ? Parce qu'elle m'a confirmé que cette idée folle de créer un droit automatique à la régularisation des clandestins, ça n'était pas une bonne idée. Cette régularisation massive... Donc elle est opposée à cette idée, elle est opposée à cet article. C'est ce que j'ai compris, en tout cas, de ce qu'elle m'a dit. C'est ce qu'elle vous a dit. C'est ce qu'elle m'a dit, mais elle laisse ses ministres faire. Elle laisse ses ministres faire. À la place, peut-être, une circulaire. C'est ce que vous avez compris ? C'est ce que j'ai compris. Elle a évoqué ? Elle vous a parlé de ça ? C'est intéressant, parce que derrière la Première ministre, il y a une préfète de région. Elle était préfète. Or, les préfets sont ceux qui sont en première ligne de la lutte contre l'immigration. Donc, elle sait comment ça peut se passer, bien ou mal. Elle connaît les trous, d'ailleurs, que nous avons dans notre raquette. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une grosse différence. Moi, je suis pour que... on puisse admettre le moins possible et qu'on régularise le moins possible. Mais il y a une grande différence entre un droit automatique, c'est-à-dire quelqu'un vous fraude, pénètre illégalement sur le territoire français, il a un job parce qu'il y a plein de métiers en tension et il faut le régulariser. Il a un droit automatique, c'est tout. Donc la fraude paye, très bien. Et ça, c'est l'article 3. C'est l'article 3. Et il y a une circulaire qui existe, qui donne au compte-gouttes la possibilité au préfet de régulariser. Mais voilà, c'est le préfet qui décide. Oui, mais il y a une grosse différence. Il y a une très grosse différence. C'est le travailleur qui demande. Voilà, il y a la grosse différence, c'est que entre le droit automatique et le pouvoir discrétionnaire du préfet, le préfet, il va voir s'il y a bien un job réellement, mais il va voir surtout si l'individu, il est capable de s'assimiler. Ça suffit pas de travailler. Il peut y avoir des islamistes, et on en a connu, qui travaillent sur le sol français. Et c'est là la différence. Donc vous êtes favorable à cette circulaire ? Moi, je suis favorable pour qu'il y ait le moins possible de régularisation, mais que s'il doit en avoir pour des gens méritants, c'est le préfet, au compte-gouttes, et avec une tenue stricte du nombre. Parce qu'aujourd'hui, le chaos migratoire, c'est une question de nombre. On est totalement submergé. Alors, je suis prêt à en discuter. Vous avez lu Gérald Darmanin dans le journal du dimanche, c'est ce qu'il dit. Je suis prêt à en discuter. Si l'article 3 est retiré, est-ce que vous voterez la loi ? Ça suffit pas. Pour nous, c'est un préalable. C'est un préalable parce que on veut maîtriser. Attendez, je m'explique. Expliquez-moi. On veut maîtriser l'immigration qui est hors de tout contrôle. 75% des Français, y compris une majorité d'ailleurs, chez les électeurs et chez les sympathisants de M. Mélenchon, c'est nouveau, pensent qu'il y a trop d'immigrés en France. Donc il faut maîtriser ce chaos. Eh bien, on le maîtrisera avec moins de régularisation et plus d'expulsion. Donc, premier préalable, on arrête les pompes aspirantes. Donc, pour arrêter les pompes aspirantes, déjà, on n'en crée pas. Donc, on vire l'article 3. Mais il y a beaucoup d'autres mesures que nous, on va proposer. L'arrêt, par exemple, de l'aide médicale d'État. Remplacé par une aide d'urgence ? Exactement. On est là, il y en a plus de 400 000 illégaux qui ont un droit gratuit à la santé. C'est pas ce que font les autres pays européens. Deuxième chose, vous avez vu qu'on était incapable d'expulser ce caucasien qui a tué le professeur de français. On va supprimer toutes les exceptions à la règle qui rendent inefficace la règle.
Mais ça, c'est prévu dans le texte non, de ça Gérald n'est pas Darmanin. prévu. C'est faux. Il est prévu de pouvoir expulser même un étranger arrivé sur le sol dès son plus jeune âge. C'est faux. Ça n'est pas dans le texte ? Ce qui est dans le texte, c'est que pour l'expulser, le texte de M. Darmanin, pour l'expulser, il aurait fallu qu'il soit passible d'une peine de 10 ans. Le caucasien était-il passible d'une peine de 10 ans ? La réponse est non. Voilà, une fois de plus, des fausses informations. Donc, il y a beaucoup de choses. Par exemple... On expulse tout étranger qui commet un délit ou qui a été condamné. Voilà, exactement. Par exemple... C'est la double peine. Exactement, c'est ce qu'on appelait la double peine. C'est ce qu'on appelait la double peine. Autre chose, quand quelqu'un a une OQTF, une obligation de quitter le territoire, on informe tous les régimes sociaux pour arrêter les prestations. Aujourd'hui, vous avez des déboutés du droit d'asile qui perçoivent, même quand ils sont déboutés, ce qu'on appelle la PUMA, la protection universelle maladie. On arrête les pompes aspirantes. On est très ferme sur nos frontières, c'est-à-dire qu'on ne peut pas violer nos frontières. On rétablit d'ailleurs le droit de séjour irrégulier que M. François Hollande avait aboli. Et on fait en sorte que, par exemple aussi, on a un bras de fer avec les pays qui ne nous donnent pas les laissez-passer consulaires pour reprendre dans les pays d'origine des gens qui sont dangereux chez nous. Et on fait du chantage au visa. Oui, on fait du chantage au visa. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec les Comoriens pour l'opération Wambushu à Mayotte. Et on leur fait aussi du chantage à l'aide au développement. Si on veut qu'on les aide, ils nous aident aussi. C'est normal, c'est la réciprocité. Bruno Retailleau, en l'état actuel, vous ne votez pas. Si l'article 3 est retiré, vous ne votez pas. On a des amendements, mais comme dans tout texte, on a des amendements. Et vous pourriez vous abstenir si vous ne votez pas. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, comme on dit en Vendée chez nous. Aujourd'hui, vous êtes moins catégorique, si je puis dire. Je dis simplement que le préalable, c'est l'article 3, mais qu'on verra à la fin du texte si nous avons fait passer suffisamment d'amendements pour maîtriser... Mais vous pourriez vous abstenir ou voter le texte ? Si c'est à nos conditions, oui. Ça sera pas le texte de M. Darmanin à ce moment-là. On voterait notre propre texte, qui aurait totalement changé, qui serait passé, qui aurait sans doute doublé, même plus, de nombre d'articles. On y aurait inscrit dans ce texte des principes très puissants en durcissant la politique migratoire. Ce que je veux, moi, c'est être utile pour les Français. Et là, on reçoit, vous savez, par an, pratiquement 1 demi-million. Je parle d'immigration légale, 1 demi-million. C'est la submersion. Et la coupe est pleine maintenant. Vous savez ce qui se passe dans toute l'Europe. Il y a une indexation entre les résultats électoraux de l'extrême droite et l'incapacité des gouvernants à maîtriser les flux migratoires. Si on ne maîtrise pas ces flux migratoires, mais c'est un boulevard pour Marine Le Pen. Elle n'a rien besoin de dire, rien besoin de faire. Elle fait pas grand-chose, elle dit pas grand-chose d'ailleurs. Bruno Retailleau, un référendum, vous allez déposer, je crois, début décembre. Début décembre, oui. Une proposition de loi référendaire, révision de la Constitution. Absolument. 2 ans. Le gouvernement vous dit, ça va durer 2 ans. Mais 2 ans. Mais c'est la raison. Il y a d'autres urgences. Mais c'est la raison pour laquelle, moi, je modifie le texte, puisqu'on a la majorité au Sénat. J'en profite tout de suite. Pas besoin de référendum. Le texte, si, dans ces cas-là. Bien sûr que si. Il faut les deux. Aussi. Si, il faut les deux. Pourquoi ? Parce que sans le référendum, aujourd'hui, il faut une révolution juridique. Pourquoi ? Parce que il y a des cours internationales, il y a des jurisprudences, il y a des juges qui rendent des décisions qui sont contraires à la protection, à l'intérêt, si j'ose dire, supérieur de la nation. Je m'explique. Quand, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France, parce que la France, en août 2022, voulait renvoyer 2 Tchétchènes dangereux, dont l'un qui avait fait allégeance à l'État islamiste. Et la Cour européenne dit non, faut pas les envoyer en Russie, parce qu'en Russie, ils risquent un procès inéquitable. Vous voyez alors qu'il y a un dilemme. La Cour européenne, et d'autres aussi, parfois notre Conseil constitutionnel, considère qu'il faut d'abord protéger les droits individuels, y compris des individus terroristes, dangereux. Ben moi, je considère qu'il faut d'abord protéger la société française. Et quand la société française est menacée par ces individus terroristes dangereux, il faut les expulser. Et vous voyez, parmi ces deux-là, il y en avait un, on s'est aperçu qu'il allait en séjour de vacances en Russie. Et il aurait fallu nous interdire de le renvoyer en Russie. Non mais on rêve. Si les Français savaient ça, mais ils nous chasseraient tous. Donc le référendum, c'est important pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que depuis 50 ans, aucun autre phénomène n'a bouleversé autant la société française sans qu'on demande l'avis aux Français. Et la deuxième raison, c'est que
les résultats d'un référendum s'imposent au Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, ce qu'on ne peut pas faire, parce qu'on est limité par ces jurisprudences, alors le peuple pourra le faire. Charles de Gaulle disait, en France, la seule cour suprême, c'est le peuple. Bien, Bruno Retailleau, donc un référendum, c'est pas une condition non plus, l'acceptation d'un référendum, c'est pas une condition non plus pour le vote sur le texte Darmanin. Non, mais je dis aux Français qu'il faut cette révolution juridique, et sans cette révolution juridique, ils risquent fort de se retrouver dans l'impuissance. Est-ce qu'il faut supprimer ou diviser par 2 les subventions aux associations pro-migrants ? Mais bien sûr. Ça, c'est une vieille proposition du Rassemblement national. Hein. Mais on s'en fiche. Peu importe, vous la reprenez. On est en train d'étudier, pas du tout, on est en train d'étudier le budget, et on a des rapporteurs spéciaux, et on est en train de faire ce travail, et on est en train de voir ce que l'État donne aux associations, non seulement en termes de subventions, mais aussi en termes de... quelle association pensez-vous ? Par exemple, la CIMAD. La CIMAD, j'allais vous en parler. Parce qu'il y a un problème, Jean-Jacques Bourdin. Association protestante, oui. Peu importe, elles peuvent être athées, je le précise, catholiques, non, mais peu importe, mais je le précise. Mais le problème, c'est que ces associations ont une idéologie, c'est le sans-frontiérisme. Plus il y a d'immigrants, mieux ça vaut. Ben, c'est pas la volonté des Français. Et ces associations, c'est là où l'État est schizophrène. Pourquoi ? Parce que l'État, à renfort de centaines de millions d'euros, confie la politique migratoire à ces associations, politique migratoire que ces associations veulent à l'inverse de ce que veut l'État. Il y a une contradiction incroyable. On remet la politique migratoire dans la main d'associations qui contestent les décisions de l'État. On finance donc ceux qui combattent la politique que veut le peuple français. Ou qui défendent les droits des individus. Mais il y a défense des droits et défense des droits. Encore une fois, ce que je vous disais, et c'est là qu'est la grande différence. Ces associations, comme ces cours internationales, pour eux, le droit, c'est quoi ? Leur logiciel, c'est quoi ? Leur logiciel, c'est que tout être humain, où qu'il habite sur Terre, a un droit imprescriptible et opposable à chaque nation à s'installer où il veut. Non, moi, je pense que les peuples, c'est ça la démocratie, ont le droit le plus élémentaire de dire qui ces peuples veulent qu'ils rentrent chez eux ou qu'ils en sortent. Ça, c'est le problème de l'hospitalité avec un énorme problème. On est l'Europe, le continent le plus ouvert au monde. Mais l'hospitalité, très bien, mais ça va avec la réciprocité. Et aujourd'hui, on a quantité de population qui arrive sans vouloir la réciprocité, sans vouloir tenir compte de nos valeurs. Ça n'est pas possible. Sans vouloir s'assimiler, ça n'est pas possible. Merci Bruno Retailleau d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h56.